On me disait que vous étiez un peu l'élève turbulent de la mission. Vous organisiez des événements en marge de la mission avec des clients. Enfin, incroyable, raconte ça. On peut hacker la mission princière, quoi. C'est possible. On a rendu la vie d'éditeur un peu plus difficile. Parce qu'on n'a qu'un secteur et un petit secteur. Ouais. Donc, le secteur de l'architecture et des bureaux d'archives, on n'est pas une grosse structure. Les PME comme les nôtres, en fait, c'est aussi une partie de notre philosophie, de notre stratégie commerciale. Donc, on profite des conférences et des événements pour faire notre publicité. Donc, on n'a pas un business development manager ou quelqu'un qui s'occupe du marketing. Non, on est des architectes et on présente ce qu'on fait et on profite de ce moment-là. N'importe quelle société peut s'enregistrer pour être fournisseur de l'État. Donc, c'est le registre unique des fournisseurs de l'État, le RUPE, et on peut faire ça online. On ne doit pas avoir un partenaire du pays. On peut le faire depuis la Belgique. On ne doit pas avoir une entité en Uruguay. Et donc, ça a permis que SECO s'est inscrit, par exemple, comme fournisseur de l'État et peut participer aux appels d'offres dans les mêmes conditions qu'à local. Et en Australie, grâce à Hub, j'ai fait une présentation sur le financement européen. Parce que l'Australie, il y a moyen d'appliquer pour des fonds européens. Ils ne savaient pas, c'était un chouette public, mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de traction. Donc on a ça parfois avec un public, on se dit, bah, on vous regarde et puis après on vous remercie. Et voilà. 2 mois plus tard, je reçois un coup de fil du gouvernement australien qui me demande, est-ce que vous ne voulez pas nous aider dans nos affaires européennes? Chouette. Et donc on a commencé par 2 gros projets. On a fait 2 gros séminaires à Amsterdam et à Bruxelles sur le novelty food. Le novelty food, ce sont notamment la nourriture aborigène ou des produits qu'ils veulent importer en Europe, mais qui ne correspondent pas aux standards. Donc il y a tout un processus de demande. Et donc grâce à ça, j'ai aidé ces sociétés à s'établir. C'est combien de réunions pour faire une mission? Alors, donc préparer une mission, c'est un peu comme fabriquer un bébé. Ça met 9 mois en général. Ok. Quand on a de la chance, évidemment, parfois c'est beaucoup moins. Je me rappelle pour l'Inde, on a eu genre 3 mois. Mais bon, quand tout va bien, c'est 9 mois. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Export Talk. Incroyable, on va te rencontrer toutes les coulisses des missions princières, délégations, tout. Mais surtout, un truc de fou, c'est qu'on croit qu'en lançant un nouveau pays, on est tout seul, il n'y a pas de raison de te connaître. Mais en fait, il y a plein d'attachés économiques, chez Bruxelles notamment, qui est un partenaire pour la vidéo. Tu peux les contacter, mais pas juste demander leur avis sur le métier, mais ils t'aident concrètement, quoi, avoir des premiers rendez-vous, des premiers contacts dans le pays. Et c'est là, c'est disponible, il suffit de les appeler, comme c'est vraiment trop bien. Dans ces missions, tu verras des histoires du Brésil, Uruguay et Turquie. Et tu verras, vraiment, je viens de finir l'émission, ça nous a même trop marqué l'amitié un peu, qui découvre des entrepreneurs qui font du business de fou là-bas depuis maintenant 20 ans, ou leur attaché économique, qui les accompagnent depuis le début. Et tu vois que je peux pas te mentir, il y a une vraie relation quoi, qui s'est créée. Et donc, vas-y, exporte, c'est ce que je te dis comme d'habitude, exporte à fond. Mais n'hésite pas à appeler les attachés économiques de ta région. Ils sont là, ils sont dispo. Et franchement, c'est leur but, c'est de t'aider à signer des contrats, ils sont contents. Donc voilà, ça rend le cheat code pour exporter. Appelle les attachés économiques, parti pour mission princière, c'est un truc de dingue. La princesse qui est là, ça ouvre plein de portes. Vas-y, fonce, mais comme d'hab, exporte quoi. Bonne mission. Raconte-nous d'abord, c'est quoi une mission princière exactement? Alors, mais déjà, je voulais remercier Hub de m'avoir invité, super sympa. C'est mon premier talk show, c'est encore mieux. On t'applaudit déjà, évidemment. Donc, moi, ça fait 2 ans que je suis à l'Agence pour le commerce extérieur. J'ai déjà organisé 5 missions sur 5 continents différents. Alors, les missions, c'est quoi? C'est déjà entre 200 et plus de 600 entrepreneurs qui se déplacent. On en organise 2 par an. Donc cette année, on a organisé une mission en Inde en mars et on organise une autre en octobre en Californie, donc à San Francisco et à Los Angeles. Donc je vous invite déjà, petite pub. Voilà, comme ça c'est fait. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 juin. En tout cas, t'es pas nul en marketing, quoi. Ça c'est sûr. Depuis 2 secondes, déjà en train de vendre, t'as bien raison. Et vous pouvez vous inscrire sur le site de Hub. Donc, au programme d'une mission, bon, déjà, c'est un travail d'équipe. On travaille évidemment pas tout seul. On travaille en collaboration avec les 3 agences qui sont Hub Brussels, Flanders Investment and Trade pour la Flandre et la WEX pour la Wallonie, et les affaires étrangères. Et donc, au programme d'émission, typiquement, le premier soir, on fait une grande session d'information.
Et là, on invite tous les participants. Donc, il y a la princesse, l'ambassadeur, et puis on fait une grande réception qui est vraiment la première occasion que vous avez pour échanger avec les autres participants, mais aussi avec les officiels belges qui sont là, avec l'ambassadeur, les attachés évidemment régionaux qui sont là pour donner leurs conseils. Il y a toujours des séminaires, des conférences, beaucoup d'opportunités de networking, parce qu'on organise des petits déjeuners, des lunchs, des dîners, et il y a toujours une grande réception officielle avec parfois plus de 800 personnes qui sont là, des VIP, des businessmen, des chefs d'État, la princesse, bien sûr. Parce que la princesse, en fait, j'ai oublié de dire, mais elle préside nos missions depuis 12 ans et elle représente le roi. Et donc ça, c'est déjà... voilà, ça a de l'effet. Et au niveau crédibilité de votre entreprise, c'est vraiment un plus. Il y a aussi donc, des visites d'entreprise, évidemment. Donc, ça peut être des entreprises belges qui se sont installées suite à une mission ou pas, ou des entreprises locales. Et il y a aussi des rencontres officielles à très haut niveau. Donc, la princesse, les ministres et parfois certains entrepreneurs ont l'occasion de rencontrer, je ne sais pas moi, le maire de San Francisco, le prince de Norvège, des vice-présidents. Voilà, il y a toutes sortes d'activités. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, et si, il y a les rencontres B2B, donc sur mesure, qui sont organisées par les régions. Donc voilà, c'est, je pense, in a nutshell, c'est un peu tout ce qu'on fait pendant l'émission. Et tu as une autre question peut-être? Oui, quelques-unes évidemment, si je peux reprendre les rênes, Sophie. Ouais. Non, il y a plein de grands moments, on en a parlé. J'assiste à des réunions de préparation de la mission princière pour la Norvège. Je me disais, jamais de ma vie, je voudrais faire ça. Ça a l'air hyper compliqué quand même. C'est des réunions, toutes les régions ensemble, il faut préparer, tout est millimétré. C'est vrai. C'est combien de réunions pour faire une mission? Alors, donc préparer une mission, c'est un peu comme fabriquer un bébé. Ça met 9 mois en général. Ok. Quand on a de la chance, évidemment, parfois c'est beaucoup moins. Je me rappelle pour l'Inde, on a eu genre 3 mois. Mais bon, quand tout va bien, c'est 9 mois. Et donc, on organise chaque mois ce qu'on appelle un task force. Et donc là, tout le monde est invité, les régions. Et on parle plutôt côté logistique. Et puis, il y a des réunions de coordination avec les affaires étrangères. Et là, on développe plus le programme. Donc, parce qu'en fait, on a un programme qui est divisé plus ou moins en deux. Donc, il y a une partie délégation officielle. Et puis, il y a une partie délégation business. Et entre les deux, il y a évidemment, par exemple, les cérémonies de signature. Pour chaque mission, on organise des cérémonies de signature parce que souvent, les entrepreneurs se disent « Ah, tiens, il y a la mission, je vais demander à mon client, est-ce qu'on ne signerait pas à ce moment-là? Il y aura les caméras, il y aura les journalistes, il y aura la princesse, il y aura des ministres. » Donc, évidemment, c'est l'occasion d'avoir une super visibilité. Mais c'était quoi ta question? Ouais, comment on se prépare, quoi, tu vois, comment on se prépare, voilà. Donc, des task force, des meetings et... Je crois que dans les dernières semaines avant la mission, on est en contact jour et nuit avec nos collègues des régions pour préparer tout ça. Parce que notamment, on a le programme, mais on gère aussi la presse et on gère tous les aspects logistiques, réservation des vols, des hôtels, les déplacements. Donc, pendant la mission, on est aussi sur place. On gère toute la logistique, on organise tous les déplacements, toutes les activités qui ont lieu en parallèle pour la délégation business, mais aussi pour la princesse et les ministres, ce qu'on appelle le motorcade, qui est quand même un gros boulot. Voilà. J'essaie de mettre en avant les entrepreneurs qui se disent, tu vois, tout est hyper organisé, et donc c'est très confortable pour entrepreneur en fait. Tu rentres dedans, il y a tout un flow à suivre et tu peux vraiment rencontrer plein de gens et tout. Et ça, en fait, pour les entrepreneurs, ce qui est super cool aussi, c'est qu'on développe un site web pour chaque mission et une app. Et donc, sur le téléphone, ils ont vraiment à portée de main le programme jour par jour, le profil de tous les participants, de toutes les entreprises, des documents super utiles, des photos, des vidéos. Et ils reçoivent aussi, les régions leur renvoient aussi leur programme personnalisé. Tiens, ce matin, je dois me lever à telle heure, j'ai tel séminaire. Ensuite, j'ai mon transfert à cette heure-là. Ensuite, je vais à ce lunch-là. Tiens, ce soir, il y a la réception officielle. À cette heure-là, il y a la cérémonie de signature. Donc, tout est vraiment organisé. Vous, en fait, vous n'avez qu'à suivre.
Il signe des contrats Voilà. dans la caméra. Et signer des contrats. Et tu peux nous partager une success story un peu cool, tu vois, d'une entreprise qui est venue qu'à signer le contrat du siècle, le contrat de son siècle à elle, hein, tu vois, je veux dire, mais un truc... Bah oui, par exemple là, donc lors de la dernière mission en Inde, le pain quotidien était là et en fait ils ont signé un contrat de franchise avec leur partenaire indien qui s'appelle Bake & Brew pour l'ouverture en fait de 100 magasins en Inde d'ici 2034. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Ouais, Voilà. t'as raison. Ouais, non, c'est très cool. La prochaine mission, tu disais, c'est aux États-Unis. Oui. Et alors, je pense qu'on a Samy qui est dans la salle là, qui organise la Coupe du Monde des médecins en Belgique, qui est une Coupe du Monde donc tous les pays sont représentés, soutenus par les grandes marques pharmaceutiques. Il se dit, tiens, j'irais bien lancer ça aux États-Unis, est-ce qu'il doit venir chez toi? Comment tu peux le pitcher, tu peux le convaincre, il est là. Qu'est-ce que tu lui dis pour le convaincre de venir à ta mission princière? Il y a tellement d'opportunités de rencontrer des gens. Déjà, le networking intra-belge est incroyable, mais en plus de ça, pour pénétrer, explorer un marché, rencontrer les gens sur place, faire des connexions, je pense que c'est vraiment l'endroit idéal. Bon, en plus, l'effet royal, parce que la princesse est là, elle représente le roi. Donc ça donne encore plus de valeur, plus de crédibilité. Je pense que pour chaque entreprise qui veut s'installer à l'étranger, c'est vraiment... il y aura d'autres témoignages plus parlants, parce que moi, je suis évidemment de l'autre côté, je suis côté organisation, mais après moi, il y a des gens qui vraiment... ont eu l'expérience de plusieurs missions, parce qu'en fait, on a des gens qui reviennent d'année en année, parce qu'ils nous disent, moi je reviens, parce qu'à chaque fois, ça me permet de signer un nouveau contrat dans un autre pays. Par exemple, je sais, EcoStérile, donc ça, c'est une société qui traite et qui recycle les déchets. Eux, ils reviennent à chaque fois, et finalement, ils sont quand même dans 65 pays, sur 5 continents. Et Olivier Dufresne nous dit chaque fois, oui, mais c'est dingue, le fait que la princesse soit là, le fait de rencontrer tous ces gens, vraiment, notre business croît d'une manière incroyable, quoi. Incroyable. Ma dernière question, très importante. La bise à la princesse, faut pas ou on peut le faire? Non, il faut pas. Non, ok. Madame, selfie, et on donne la main. Et selfie, non. Non, ok, pas de selfie. Post LinkedIn? Après, il y en a qui le font. Hein. Ah! Après, il y en a qui le font. Et ils sont rayés après de toutes les visions princières? Non, parce qu'on est cool, mais... Parfois, et elle est cool, en fait, la princesse. Mais ouais. bon, Ouais. c'est mieux de tendre la main et de dire bonjour madame que faire la bise. Évidemment. Et 400 entrepreneurs dans le même endroit, en dehors de leur pays, tout ça, est-ce que parfois tu dois serrer la vis? Est-ce que parfois tu dois remettre les gens dans le droit chemin et leur dire vous avez une réunion demain importante, allez au lit, ou tu vois, attention, est-ce qu'il y a ce rôle-là qui existe parfois, tu vois Alors, moi, honnêtement, chacun sa vie. Et si vous venez en mission pour faire du business, tant mieux. Si vous faites du business et que vous amusez la nuit, encore mieux. Et Samy s'est inscrit. Bravo, on va applaudir Sophie ici. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas dans la salle? Oui, bien sûr. On m'entend bien? Bonsoir. Je m'appelle Marcela Rufino-Racha. Je suis architecte. Je représente aujourd'hui la société A2M. C'est un bureau d'architecture basé sur Bruxelles qui existe depuis les années 2000. Je suis moi-même brésilienne et j'ai eu l'honneur de participer à la mission économique au Brésil l'année passée. Et donc, je suis ici ce soir pour partager un peu l'expérience qu'on a eue avec Hub Brussels. Incroyable. Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous ce soir et merci pour l'invitation. Donc, mon nom est Dieter Pollein, je suis conseiller économique basé à Sao Paulo, délégué général de la région de Bruxelles-Capitale, en poste à Sao Paulo depuis début 2022, donc ça va faire bientôt 4 ans. Et voilà, nous soutenons le développement des entreprises à l'international et dans mon cas au Brésil, comme nous soutenons les Brésiliens qui veulent s'installer, investir en Belgique, à Bruxelles et développer leur activité européenne éventuellement. Trop bien, on parlera évidemment du marché que tu connais si bien après, mais Marcel, avant pour commencer, en effet, Sophie le disait, la mission princière, tout est organisé, tout ça. Mais toi, avant, tu étais déjà un peu entraîné. Vous avez fait un gros concours, je pense, d'architecture avant pour déjà connaître, un peu sentir l'ambiance, tout ça. Oui. Donc, les planètes étaient alignées. Donc, il y a eu un gros concours d'architecture le mois de mars. Donc, la mission, c'était le mois de novembre.
Donc, ça arrive une fois chaque 30 ans. Donc, c'était un concours pour les sièges du gouvernement de l'État de São Paulo. Donc, vraiment, avec beaucoup de visibilité. Donc, c'est là où on s'est dit, on avait déjà on a déjà été invités pour la mission. Et donc, on se dit, c'est une très bonne opportunité parce que ça nous permet déjà de chercher des partenaires, de faire des premiers contacts. Et donc, ça a commencé comme ça. Et donc, après, on a été sur place quelques mois avant. On a rencontré nos partenaires avec qui on a fait ce concours. On a rencontré Dieter. Et ça a commencé, voilà, vraiment quelques mois avant, on a commencé à construire ce réseau. Très belle préparation. Éditeur, toi, avant, on peut te contacter et dire, voilà, je viens de Mission Princière, j'aimerais bien me lancer au Brésil, et on peut faire quoi, un call avec toi, et si ça se passe bien, tu peux déjà commencer à mettre en relation. Qu'est-ce qu'on peut faire Oui, tout à fait. Nous n'attendons pas la Mission Princière pour soutenir les entreprises. Donc, nous sommes facilement joignables, un email, et on organise un vidéo call. Et en quelques jours, nous pouvons déjà discuter des possibilités, de l'opportunité de développer l'activité au Brésil. Et donc, voilà, ça se fait très souvent. Et on a aussi, bien sûr, des visites assez régulières d'entreprises qui sont de passage ou qui développent leur activité au Brésil. Et dans ces calls, est-ce que parfois tu dois dire à quelqu'un, écoute, peut-être que t'es pas encore mûr pour le marché, ou tu laisses à chaque entrepreneur, ben voilà, tenter sa chance. Voilà. Comment toi tu te... Oui, c'est une bonne question parce qu'en effet, donc, les missions princières sont ouvertes à tous et bon, tout le monde est bienvenu. Mais en effet, j'ai eu quelques appels avant la mission pour dire, est-ce que vous pensez, vous pensez que notre activité est intéressante et ça vaut la peine de participer à la mission? Bon, après avoir évalué, donc, si l'entreprise, d'abord, elle est en processus, par exemple, de développement de son activité, c'est une start-up, il faut évaluer donc il y a vraiment un marché pour elle. Mais moi, je leur dis, bon, si vous êtes en cours de développement, que votre offre n'est pas encore tout à fait définie et que vous êtes vraiment au démarrage déjà en Belgique, je pense qu'il vaut mieux bien organiser les choses ici avant de se lancer. Parce qu'une mission, c'est quand même un investissement. Maintenant, si on a cette base-là, que l'offre est là, que le site web est bien présentable, donc on a toute la crédibilité pour se présenter devant les clients. Donc bien sûr, venez, nous sommes là pour aider. Et là, on peut s'afficher avec la princesse, alors, quand on est bien organisé. Toi, on me disait que vous étiez un peu l'élève turbulent de la mission. Vous organisiez des événements en marge de la mission avec des clients. Enfin, incroyable, raconte ça. On peut hacker la mission princière, quoi. C'est possible. On a rendu la vie d'éditeur un peu plus difficile. Parce qu'on a qu'un secteur, et un petit secteur. Ouais. Donc, le secteur de l'architecture et des bureaux d'archives, on n'est pas une grosse structure. Les PME comme les nôtres, en fait, c'est aussi une partie de notre philosophie, de notre stratégie commerciale. Donc, on profite des conférences et des événements pour faire notre publicité. Donc, on n'a pas un business development manager ou quelqu'un qui s'occupe du marketing. Non, on est des architectes et on présente ce qu'on fait et on profite de ce moment-là. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on a fait tout ça. Donc, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a aidé dans quelques événements, dans un événement officiel, le séminaire, mais aussi on réalisait ces espèces de side events. Donc, on profitait du moment de la mission pour organiser des conférences avec l'Institut des architectes du Brésil, où il y avait un gros groupe, c'était un groupe avec des promoteurs, des constructeurs, avec beaucoup de crédibilité. Donc, le fait de dire que, voilà, on est là pour la mission et on profite pour, ça donnait déjà tout un poids. Alors, parfois, ils demandaient est-ce que la princesse peut être présente. Non, désolée. C'est compliqué. Est-ce que tu as essayé? Tu demandais à Sophie Auditeur, s'il vous plaît, est-ce que la princesse... On a quand même demandé. on a osé poser la question. Ouais, évidemment, je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière en termes de préparation et que plusieurs mois en avance, comme Sophie le disait, donc nous sommes en réunion de coordination en train de discuter des programmes avec la princesse ou sans la princesse. Donc, c'est très structuré et c'est programmé bien à l'avance. Évidemment, nous étions ravis du contact avec A2M et avec Marcella parce qu'ils avaient envie de bien préparer la mission et c'est ce que je conseille à tout le monde. Bien préparer la mission, c'est un investissement. Donc, il faut se prendre quelques mois à l'avance, je dirais. D'abord, pour essayer de voir si, par exemple, avec le conseiller sur place, il y a moyen de
co-construire, participer à des activités, des séminaires, des panels. Hein. Donc, nous avons intégré plusieurs sociétés bruxelloises dans nos panels, les séminaires. Et donc, évidemment, ça leur donne de la visibilité, de la notoriété, parce que la princesse, elle est parfois là. Donc, ça attire tout de suite du public d'un bon niveau. Donc, nous étions ravis de la proposition de Marcella. Nous n'avons malheureusement pas pu avoir la princesse pour les activités, mais par contre, nous avons évidemment invité les participants à la mission dans le secteur de l'architecture et de la construction. Et je pense que ça, c'est vraiment un bon exemple où A2M avait pris vraiment le devant. Et là, ils avaient essayé de participer au séminaire que nous avions organisé, Infrastructure et Construction, mais aussi en parallèle, ils ont fait des événements où ils ont présenté des cas très intéressants, que ce soit avec l'Institut des architectes du Brésil ou avec la Fédération des développeurs immobiliers. Donc, c'était vraiment un cas très intéressant. Yes. Et la preuve, c'est que tu es réinvité ici ce soir, Marcella. Donc, voilà, c'est pas trop grave ce que tu as fait comme turbulence. Tu es encore la bienvenue. Sophie t'invitera avec plaisir à la prochaine. Ça, il n'y a pas de souci. Et évidemment, la mission princière, on parle de l'avant, ça se prépare, ça se vit, c'est, j'imagine, hyper intense la semaine. Mais alors, il y a l'après encore, évidemment. Oui. Et toi, tu disais un peu, tu organises encore des choses maintenant, des webinaires ou des... Oui. Donc, ce partenaire local avec qui on a fait ce concours, donc le Go Concours, malheureusement, on n'a pas gagné, mais ça nous a quand même donné une énorme visibilité, que ce soit là-bas. On a participé à une exposition, justement, dans l'Institut des architectes du Brésil. Donc, on est toujours en contact. Il a des prospects là-bas, il nous met au courant, on fait des calls. On a organisé un webinaire avec une des personnes qu'on a rencontrées aussi sur place, sur un des événements. Donc, on a fait vraiment des contacts assez intéressants. Après, il faut être patient. Dans la prospection, parfois, ça prend du temps. Donc, voilà. Trop bien. Dieter, justement, ce marché, il est énorme. C'est compliqué, c'est réducteur ce que je t'ai demandé, mais qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Tu vois, on a bien compris qu'on était une entreprise quand même un peu établie. Tu vois, voilà, on a une base solide, mais je vais attaquer le Brésil. C'est quoi le réflexe que je dois avoir? Bon, d'abord, je pense que... il faut bien choisir ses priorités, ses cibles, donc identifier éventuellement les États où on veut développer son activité. Il faut aussi comprendre les nuances locales, comment on travaille dans le pays, savoir que par exemple, il faut quand même gérer le portugais, hein, donc il faut avoir quelqu'un qui parle. Mais beaucoup de personnes... Anglais passé par exemple. Anglais, il y a beaucoup de monde qui parle, mais peut-être pas tous les contacts avec qui on veut développer l'activité. Donc, il faut avoir tous ces aspects-là. Il ne faut pas essayer de faire une opération one-shot. Un pays comme le Brésil est un pays qui demande vraiment de l'investissement, il demande du temps et de l'organisation. Donc, c'est un investissement dans la durée. Et comme Marcella le dit, les fruits viennent peu à peu. Et donc, c'est une activité persistante, mais de construction des contacts, de réseaux. La taille, elle est là, donc du fait d'investir dans la notoriété, ça construit une présence, une marque sur place. Et finalement, une fois que le client ou les partenaires sont convaincus, l'activité se développe. Mais donc, je conseillerais de s'inscrire dans la durée et dans la persistance. C'est-à-dire, il faut pas lâcher à la première, mais il faut y aller. Yes. Et je rajouterais, il faut absolument être sur WhatsApp, parce que tout au Brésil se fait sur WhatsApp. Tous les contacts les plus formels qu'on peut imaginer sont sur WhatsApp et très directs. Les gens sont très réactifs. Au moins, dans une première approche, ils vous envoient tout de suite, le contact de cette personne. Voilà. Parfois, ils disent même pas bonjour, ils envoient juste le contact. Là, j'étais trop contente. Voilà, donc tout, Même Dieter et moi, c'est aussi sur WhatsApp. Patience et WhatsApp, génial. Mais un grand merci pour votre témoignage. On peut l'applaudir évidemment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question pour ce magnifique exposé qu'on vient d'avoir? Personne ne veut se lancer au Brésil bientôt? Ah, monsieur là-bas. Est-ce que je peux demander quel genre de support, soit financier ou autre, qu'un participant à une mission princière peut s'attendre? Ok. Très bon, directement. Éditeur, je peux te... Donc, un support financier direct, il n'est pas là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un soutien en termes de conseils, d'accompagnement de l'activité, développement de l'activité. Et donc, actuellement, les primes à la prospection ne sont pas disponibles, mais nous espérons que bientôt, elles pourront être mises à disposition une nouvelle fois pour les entreprises. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter?
Bien sûr. Allez, je vais d'abord. Je m'appelle Wim van Alboom. Je travaille comme ingénieur, dans la construction, chez une société qui s'appelle Seco, qui est un produit absolument belge. Et je fais ça depuis 30 ans, quelque chose comme ça. Je ne compte plus les années, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ok, merci. Bonjour, bonne soirée à tous et à toutes. Mon nom est Jimena Villar, je suis conseillère économique et commerciale et représentante de la région de Bruxelles en Uruguay, à Montevideo. Et je couvre aussi le Paraguay et récemment l'Argentine. Et je fais ce travail depuis 98. Incroyable. D'expertise ici, hein, autour de la table. Ça fait plaisir. Wim, toi, la mission princière, là, on en parle souvent comme un début de quelque chose. Mais toi, en fait, vous étiez déjà présent sur place et la mission princière a un peu renforcé votre action. Alors, je dois adapter mon histoire un petit peu parce Okay. que je viens d'apprendre qu'en 2008, j'ai participé dans une mission princière que j'avais oubliée. Mais ça doit être quand même quelque part le début. Oui. Donc, quand même, ça a été un élément qui nous a lancé un tout petit peu. Et toi, avant, t'avais déjà l'Uruguay en tête ou il y a la mission princière, tu t'es dit j'y vais? Comment Ah ça non, non. Comme l'histoire précédente, il y a toujours des opportunités, non? Donc, Oui. il y avait une histoire qui sortait, il y avait une opportunité spécifique en relation avec un investissement belge. Sur lequel on a sauté, on a été invité de participer là-dedans et je pense que 2008, ça devrait être un peu le moment que ça se présentait, oui. Donc la mission princière était quand même importante pour nous lancer. Oui. Oui. Ouais. Et donc c'est pas là qu'il y a eu une visite d'un ministre sur un chantier. C'est après ça ou c'est à ce moment-là? Ouais. C'était en 2018. D'accord, et c'est alors en C'est 2018 ça. alors C'est ça. que Oui. vous avez récolté les fruits de cet investissement et qu'il y a pu y avoir un peu... Oui. En 2018, il y a eu une mission double, donc Argentine et l'Uruguay, les deux pays. Et on a participé, j'ai participé personnellement dans la partie uruguayenne. Ok. Et Jimena, c'est quoi toi ta relation avec les entrepreneurs qui sont là peut-être depuis un petit temps? Tu vous appelez une fois par an, voir comment ça va? Tu essayes de voir s'il y a des coups de main à donner? Ou tous les entrepreneurs, voilà. Comment ça se passe Non, dans le cas particulier de Seco, on parle très souvent et il vient souvent en Uruguay parce qu'il a des projets là-bas. Donc, chaque fois qu'il vient, j'essaye de au moins prendre un petit café avec lui pour savoir où il en est, lui donner aussi des nouvelles du marché, les choses que j'ai pu apprendre, des futurs projets. Et on essaye toujours de préparer son voyage. Il me prévient quelques jours à l'avance, il me dit « je serai là ». Comme ça, j'essaye de prendre un temps pour être avec lui et voir où il en est, pour vraiment pouvoir accompagner et être attentif à tout ce qu'il peut avoir comme nouveaux projets d'infrastructure. Portuaire généralement. Parce qu'il est très modeste, mais c'est un gourou de l'ingénierie. On le voit comme ça, mais c'est un plaisir, franchement. Démasqué, oui. Elle est aussi un gourou de on applaudit notre support relation, et soutien. C'est ça qu'on veut Un voir. gourou de Hug Brussels. À mon côté, oui. Réellement, on aide beaucoup de sociétés le long de l'année et quand on a des sociétés comme celle-ci, on va de l'avant parce qu'on sait qu'on est en train de présenter quelque chose au pays, donc à l'Uruguay, qui va vraiment apporter une valeur. Et ça, c'est une fierté aussi que ce soit une société bruxelloise de pouvoir la mettre en avant. Et lui, il est très calme comme ça, comme vous le voyez, mais dans des réunions techniques et très pointues, où on essaye de le coller, de lui poser des questions difficiles. Il est là avec une sérénité incroyable. Et il dit non, ceci, il ne faut pas le faire comme ça parce que dans tel pays, ça n'a pas marché. Et dans tel autre, j'ai fait ceci, mais ça n'allait pas bien. Et vraiment,
À un moment donné, tout le monde parle le même langage entre ingénieurs. Moi, je suis un peu en arrière. Je me dis, ça va bien parce qu'ils se comprennent. Je vais jeter quand même quelques fleurs dans l'autre sens aussi. Non, parce non, que non. je dois dire qu'au début, ce support était très important. Quand tu arrives dans un pays où tu ne connais pas grand-chose, parce que tu es arrivé par opportunité et tu veux connaître le marché, ben, c'est Jimena qui m'a aidé pour chaque visite que je suis venu de remplir mon agenda avec tout le temps libre que j'avais, avec des réunions précises à certaines heures qui étaient selon mon programme, parce que mes visites aussi étaient là pour le travail, pour faire du travail. Donc, on a travaillé en combinaison comme ça pendant des années. Naturellement, selon les années, quand les années ont avancé, cette collaboration a changé aussi un petit peu, est devenue moins organisée dans ce sens, parce que je connais déjà beaucoup de pays entre-temps. Donc, mais au début, c'était très important. Chaque moment libre que j'avais, elle était là pour remplir dans mon agenda une réunion avec des gens à niveau important, pas des gens... pas des stagiaires. Avec des décideurs, des gens qui pouvaient prendre des décisions, et ça, on a beaucoup apprécié. C'est vraiment le truc qu'il faut essayer de retenir, c'est qu'en entrepreneur, qu'on peut appeler artiste économique, c'est aussi pour du pré-sales, ou en tout cas faire des rencontres et élargir son réseau et beaucoup mieux connaître. C'est pas juste un conseil théorique là-dedans, quoi. Et c'est quoi les projets là que tu as pour l'instant pour l'instant, on travaille de nouveau sur un projet de notre opérateur logistique Katunasi, donc TCP localement. C'est le projet sur lequel on a commencé il y a 20 ans. Mais ce projet a connu une extension et on est là de nouveau. Comme on connaît moins ton métier, c'est quoi comme projet? Ce sont des projets de construction. Donc, on fournit des services dans le secteur de la construction. Ce sont des services d'opinion indépendante qui parfois permettent, c'est un peu compliqué, mais permettent l'accès à des assurances aux gens qui construisent. Donc, ça a quelque chose à voir avec un produit aussi un peu belge, français, la responsabilité décennale. Il y a toute une histoire derrière ça qui connecte même Uruguay avec la Belgique dans ce sens-là. Donc, mais oui, il y a, je ne sais pas si tu connais plus de détails que moi, mais il y a un certain monsieur anglais, monsieur Ponsonby, non, qui a écrit dans le temps de 1830, les années 1830, nos années de naissance de la Belgique, qui a écrit sur, tu appelles ça la législation, donc de grondwet, on dit en néerlandais, donc la Constitution, merci bien, la Constitution, et il a voyagé les phrases qui décrivait cette responsabilité décennale. Il a décrit aussi en Belgique. Il est venu en Belgique aussi. Il a réglé aussi les origines de la Belgique dans ce sens-là. Donc, il y a une connexion. Parfois, je ne connaissais pas l'histoire, mais c'est une histoire qui est venue par après. Il y a un projet, tu disais, qui a commencé il y a 20 ans. C'est quoi, c'est une construction à la belge ou c'est juste que c'est un quartier, c'est un port entier, tu vois c'est un peu de tout. Bon, on travaille à l'étranger avec SECO. On couvre un peu tout le secteur de la construction, de toutes sortes de projets de construction. Mais à l'étranger, on se concentre surtout sur l'infrastructure maritime portuaire. Et donc la connexion était logique là. Et entre-temps, naturellement, on a eu des projets avec des joueurs locaux. Donc, ça a fortement changé entre-temps. Et Rimina, tu me disais qu'il y a une spécificité au pays, c'est que tu peux t'inscrire en ligne il y a des procédures plus simples à faire, ou en ligne tu peux faire beaucoup, tu peux un peu... Oui, voilà, parce que l'Uruguay est un petit pays très ouvert, de très facile accès. Et un des exemples qu'on disait justement, c'est que n'importe quelle société peut s'enregistrer pour être fournisseur de l'État. Donc, c'est le registre unique des fournisseurs de l'État, le RUPE.
Et on peut faire ça online. On ne doit pas avoir un partenaire du pays. On peut le faire depuis la Belgique. On ne doit pas avoir une entité en Uruguay. Et donc, ça a permis que SECO s'est inscrit, par exemple, comme fournisseur de l'État et peut participer aux appels d'offres dans les mêmes conditions qu'à local. Voilà. Et ça, c'est très transparent et c'est ouvert. C'est exceptionnel, en fait, parce que c'est un tout petit pays. Donc, eux aussi, ils ont besoin de know-how de l'étranger. Et ils savent très bien. Donc, ils ont une législation, une transparence qui est fait pour ça. Donc, c'est un des rares pays que je connais où on peut fournir, comme Jimena le dit, des services à l'État sans être établi localement. Donc, c'est un grand avantage. C'est clair, très bien. Ouais. Je vais évidemment vous demander de conclure en disant chacun un conseil pour quelqu'un qui se lance dans ce petit magnifique pays, enfin, similaire à la Belgique. C'est quoi le conseil ? Et pour toi, Jimena, qui vient d'avoir l'Argentine dans ton portefeuille de pays, je commence par l'Argentine ou par l'Uruguay pour aller dans la région ? On va commencer par l'Uruguay. Ok. Non, pour l'Uruguay, je pense que c'est un pays qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un petit pays, mais il faut quand même préparer sa prospection. Et c'est un pays qui vous donne un accès à un marché beaucoup plus grand, qui est le marché du Mercosur, qui inclut donc l'Uruguay est membre du Mercosur et a été membre fondateur avec le Paraguay, l'Argentine et le Brésil. En fait, le Brésil et l'Argentine s'étaient mis d'accord pour un accord et l'Uruguay et le Paraguay en 1991 ont essayé de s'unir, ce qui a fait que le marché, mais ce n'est pas un marché commun comme on le voit en Europe. Il est très imparfait, il y a pas mal de difficultés, donc on doit vraiment essayer de comprendre comment faire pour rentrer. Pour vous donner un exemple, si un produit rentre en Uruguay, il peut entrer dans une zone franche, ne pas payer de taxes. Beaucoup de sociétés internationales s'installent pour avoir leurs produits et faire la logistique et que le produit soit là, dans une zone franche, sans payer aucune taxe et être prêt pour être livré au Brésil, pour être livré en Argentine, au Paraguay, même au Chili. Donc, c'est un pays qui ouvre ces possibilités, ce genre de possibilités. On ne doit pas voir le pays comme un petit pays, un petit marché. On doit le voir comme une porte d'entrée pour un marché beaucoup plus ample. Trop bien. Oui, mais toi qui es là depuis alors des années. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Il y a un gourou de l'ingénierie là-bas. Merci. Mais qu'est-ce que je peux ajouter encore? Je vais peut-être vous ajouter une anecdote. D'ailleurs, vous l'avez suggéré. Hein, mais je vais raconter une anecdote sur quelque chose qui s'est passé, sur les gens que tu rencontres là. Parce que je me suis senti très vite à la maison. Le pays n'est pas trop grand. Quand tu es dans un secteur spécifique, tu commences à connaître les gens. C'est comme en Belgique. Dans ton secteur spécifique, il n'y a pas trop de gens. Donc, tu trouves ton chemin. Et ce qui m'a toujours frappé, mais c'est une anecdote personnelle, c'est que je me rappelle un jour que Jimena avait organisé toute une série, mon agenda était plein, toute une série de réunions du matin jusqu'au soir, et j'avais pris des tas de taxis dans la ville. Et je sors de ma dernière réunion et je rends compte, où est mon GSM? Je l'ai laissé quelque part. Et je me rends compte que j'ai pris ce jour au minimum 5 taxis aussi. Et j'appelle la société et voilà. À 11h du soir, à mon hôtel, il y avait mon premier chauffeur de ce jour-là. Il est venu avec mon GSM. Et ça, je le trouvais incroyable. C'est Rimina qui m'a appelé. Incroyable, génial. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Qu'est-ce qu'il en est de l'Argentine, justement? Bien, mais l'Argentine, vous savez, il y a un nouveau gouvernement de Milei. Il a fait d'énormes changements. Il a essayé de faire baisser l'inflation. Donc cette partie-là, elle est assez stable maintenant. Il a, depuis 4 semaines aussi,
flexibiliser ce qu'on appelle le cepo cambiario. Et donc le pays commence à avoir plus de crédibilité au niveau international, mais il y a quand même, il a fait beaucoup de coupures, donc il y a encore plus ou moins 50% de la population qui est pauvre, donc qui a perdu beaucoup d'aide. Donc c'est une situation où on se demande encore si le peuple peut tenir. Voilà, il a encore beaucoup de popularité. Je pense que les gens étaient les Argentins ne voyaient pas une autre sortie et ils voulaient vraiment un changement très radical. Et ils donnent encore, ils ont patience encore parce qu'ils se disent qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc il jouit encore de ça. Et au niveau international, il a négocié avec le Fonds monétaire international. Donc, les choses devraient commencer à s'améliorer. Mais au niveau de la consommation, on ne voit pas encore ça. On ne voit pas encore les résultats. C'est trop tôt. Et pour commencer moi, je ne dirais pas encore de faire une prospection active sur l'Argentine et rester encore prudent. Voilà, pour l'instant. Mais je ne suis pas spécialiste, ça fait à peine moins d'un an que je m'en occupe. Et déjà, je sais que vivant là-bas, parce que j'ai des collègues que je rencontre là-bas, c'est difficile de suivre l'Argentine. Donc, depuis l'Uruguay, ce n'est pas impossible, mais même en étant en Argentine, on ne comprend pas l'Argentine. Donc, c'est difficile. Je voulais juste dire que les gens sont encore très frileux avec l'Argentine. Mais il y a d'énormes possibilités. Hein. C'est un pays qui a des matières, tout ce qui est énergétique, des produits rares. C'est un pays qui a tout pour réussir. Alors bonsoir. Moi j'aurais aimé savoir comment se prépare concrètement une mission et est-ce qu'il y a des étapes spécifiques à suivre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vais vous dire du côté de la société. Donc, si vous vous décidez à participer, moi, ce que je conseille, c'est vraiment bien nous expliquer à nous, les conseillers, ce que vous faites et ce que vous voulez, ce que vous ne voulez surtout pas, et qui sont vos concurrents au niveau mondial. Nous, on doit vraiment comprendre ce que vous faites pour vraiment pouvoir rechercher des partenaires dans nos pays. Donc, parfois, nous recevons les fiches d'inscription, pas très complètes, et nous devons rappeler les sociétés. Parfois, ce n'est pas évident de les joindre. Donc, pour nous, ce genre d'informations de base, c'est très important parce qu'on reçoit toutes les fiches. Dans mon cas, je m'occupe des 3 régions en Uruguay. Donc, pour l'émission princière, je devais m'occuper des programmes avec mon collaborateur, Federico Artecona, du programme des 3 régions. Donc, c'était beaucoup. Et si on reçoit toutes les fiches et en même temps, et elles ne sont pas complètes, c'est un casse-tête en plus de tout ce qu'il faut organiser, comme les séminaires, comme mentionné éditeur, et des visites. On a vraiment besoin de bien comprendre ce que vous faites. Et une fois qu'on a ça, et qu'on a vraiment l'information, on va vous donner une liste de sociétés on aura identifiées. À ce moment-là, on doit échanger et vous devriez nous dire, voilà, parmi cette liste, j'aimerais bien ce profil-là est celui que je cherche. Parce que nous, on n'est pas spécialistes. On parle de biotechnologie et après, on parle de services d'ingénierie, on peut parler de chocolat. Enfin, on ne peut pas tout savoir. Donc, on a vraiment besoin de vous. Et à ce moment-là, on vous aide vraiment à préparer un programme. On a besoin que vous soyez très attentifs aussi pendant les missions princières. Il y a beaucoup de choses qui se passent et que vous soyez vraiment préparer à l'avance, savoir qui vous allez rencontrer, quels sont les horaires, respecter les timings. J'ai une anecdote d'une société, justement. La mission allait en Argentine, mais aussi en Uruguay. Et il y avait une différence d'1 heure avec l'Argentine et l'Uruguay. On avait prévenu pendant la session d'information à Buenos Aires, on avait prévenu les sociétés qu'il y avait cette différence horaire, mais il y a un entrepreneur qui est descendu dans le lobby. Et où est la motorcade, où sont les bus, où est l'activité? Et tout le monde était déjà parti. Donc, ce monsieur
Et il était très frustré, il voulait rentrer en Belgique. Moi, à cette mission, je pars. Et bon, on a sauvé l'affaire, on l'a fait aller à cet événement. Mais donc, des petites choses comme ça, il faut vraiment être attentif et suivre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous, ce qu'on fait dans les missions princières, en tout cas, moi, j'en ai organisé en 2000, en 2008, en 2018, avec le prince, qui est maintenant le roi, et la princesse. Et chaque année, ça se complexise. C'est chaque fois plus compliqué. Il y a chaque fois plus d'événements, chaque fois plus de séminaires. Donc, il reste peu de temps pour les B2B. Et alors, vous devez nous dire, vous, quelle est votre priorité? Si vous voulez participer au séminaire, si vous voulez aller aux visites, si vous préférez privilégier les B2B. Donc, nous, on fera vraiment à la carte. Ce que vous souhaitez, on le fera et on va vous conseiller aussi. On va dire, écoutez, peut-être que effectivement, aller à ce séminaire va vous permettre de rencontrer tel ministre. Aller à cette visite vous permettra de rencontrer telle autorité. C'est vraiment tailor-made selon votre secteur. Voilà. Alors peut-être de mon côté, je peux ajouter quelque chose. Je pense que cette préparation, en effet, est très importante. On va vous proposer certains types de sociétés peut-être, mais il n'est pas défendu de chercher de bien faire votre préparation vous-même aussi et de rechercher déjà activement sur le marché, peut-être pas non seulement le type de société que vous voulez rencontrer, mais aussi quels sont les joueurs, etc. Si vous êtes bien préparé, surtout si vous ne connaissez pas le marché, il faut investir un petit peu dans la préparation dans ce sens-là pour qu'ensemble, le meilleur résultat peut sortir de ça. Parce que, comme Jimena le dit, on ne peut pas attendre qu'elle soit spécialiste de tout secteur. Donc, il faut quand même diriger un petit peu de son côté aussi ce processus. Ouais. Et là, on est bien, et je vais commencer par cette question que j'ai posée avant. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien, volontiers. Bonjour, mon nom est Olivier Dugardin. Je suis avocat. Je participe à des missions depuis un bon moment. Je pense que la première mission était en 96. Donc ne dites surtout pas que je suis vieux, mais ça fait un bon moment que je suis dans le circuit des missions. Vous allez probablement vous poser la question, pourquoi un avocat? Qu'est-ce qu'un avocat, bon Dieu, fait dans ces missions-là? Eh ben, j'espère qu'aujourd'hui, je pourrai vous l'expliquer. J'ai allé du teasing ici. Incroyable. Stéphano. Bonsoir tout le monde. Je suis Stéphano et je suis le conseiller économique et délégué général de la région de Bruxelles-Capitale, et je suis actuellement basé en Turquie. Alors la Turquie a bien sûr la Turquie comme juridiction, mais elle va au-delà parce que je suis également responsable pour la Géorgie, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan et puis plus récemment également l'Albanie et le Kosovo. Ah oui. Alors c'est une petite juridiction, mais avec beaucoup de challenges. Et comme mes collègues, j'ai participé à la préparation de plusieurs missions princières. Au football, lorsque vous gagnez une Coupe du Monde, vous recevez une étoile. Si j'avais un maillot, j'aurais peut-être trois étoiles, puisque j'ai fait trois missions princières. Un peu moins que Sophie, qui en a fait 5. Donc. Ah oui, pas mal. Ouais. Elle reste en tête. Nickel. Génial. Et donc, Olivier, qu'est-ce qu'un avocat fait dans une mission? Bonne question. Ouais, je te remercie, j'ai bossé moi avant de venir, évidemment. Écoutez, on a fait la première mission, je pense, 96, 97, où j'ai appris à connaître Stéphano, d'ailleurs, je pense. C'était à ce moment-là. Exactement. En fait, imaginez-vous, nous, comme avocats, mais déjà, notre cabinet a toujours été très fort focalisé sur l'étranger. On est un tout petit pays, la Belgique. Donc, on croit beaucoup dans l'exportation. Il n'y a pas que les produits, il y a aussi des services. Et ça fait un bon moment qu'on focalise là-dessus. Et puis, quand l'opportunité s'est présentée de commencer quelque chose en Chine, on s'est aventuré très vite en 99. Imaginez la Chine en 99. Je peux en parler des heures, je ne le ferai pas, mais c'était une aventure. Alors, on n'aurait jamais pu le faire sans le soutien déjà de Stéphano, mais aussi la mission princière qui avait lieu à l'époque. C'était encore une petite mission, 50 personnes, je pense, 50, 60 personnes, avec le roi Philippe, qui est le prince Philippe à l'époque. Et sans cette mission, je ne pense pas qu'on aurait percé en Chine, puisque c'était la base de tout, et ça a été vraiment le catalyseur. Mais, tu sais, raconte quand même... C'était quoi, la Chine?
Non, la première mission, vous êtes 50, alors que maintenant tu fais une mission en Chine. Ouais. J'imagine on est 600 ou 1000 entrepreneurs qui veulent y aller, tu vois. On a fait d'autres missions en Chine. On a fait Oui. la visite d'État aussi, où Oui. c'était des grands groupes, 400, 500, 600 personnes. Là, c'était plus petit. La Chine s'ouvrait tout justement. Donc, vous imaginez un avocat qui se rend là. L'avocat, par définition, il est l'ennemi du système, puisque ce n'est pas un système démocratique. Donc, on posait déjà un problème. On était dangereux. Donc, on se faisait suivre par tout le monde. C'était une drôle d'époque. Puis, progressivement, on a développé un cabinet à nous. On s'est affilié à un tout grand cabinet de 10 000 avocats. Et c'était la base d'une très belle aventure qui s'est malheureusement qui a un peu disparu, puisque Xi Jinping n'est pas un président extrêmement sympathique. Et le marché chinois a un peu disparu pour nous. On a encore quelques arbitrages, mais c'est beaucoup d'efforts, mais aussi beaucoup de joie. J'ai beaucoup appris. Pas seulement la mission, mais aussi grâce aux missions, parce que j'ai vécu en Chine. Voilà. Et toi, à l'époque, tu es déjà attaché économique ou Oui, j'étais jeune attaché économique, donc je suis plus un jeune de l'année, puisque j'ai commencé effectivement il y a assez longtemps. Et c'était, comme il le dit très bien, une autre Chine, une Chine qui s'ouvrait. C'était des délégations de 500, 600 entrepreneurs. Et il y avait une dynamique extraordinaire. Une dynamique, ce qu'on oublie parfois, c'est que les missions princières, il y a également une énergie incroyable. Il y a une ambiance incroyable. Parce que les Belges à l'étranger, non seulement sont connus pour des entrepreneurs qui vendent des services et des produits de qualité, mais des gens sérieux. Et donc, nous sommes attendus. Les entreprises sont attendues sur le marché par leurs partenaires. Et la Chine, à ce moment-là, nous attendait avec les bras ouverts. C'était assez facile d'organiser les rendez-vous, puisque la Chine était preneuse de tout ce qui pouvait lui permettre de participer à sa dynamique économique. Et bien qu'on ait été très nombreux, tout s'est toujours admirablement bien passé. Trop bien. Olivier, toi, donc tu disais que tu fais beaucoup de ton chiffre, une grande partie, 60% de ton chiffre d'affaires en dehors de la Belgique. Non, pas 100%. Non, mais une bonne partie du chiffre d'affaires, on fait à l'étranger, que ce soit des sociétés étrangères qui viennent nous consulter pour du travail belge, mais aussi européen. Je pourrais vous donner quelques exemples. Mais aussi des services qu'on rend pour les clients belges dans les pays cibles. Donc, je n'ai pas tout noté juste, on va voir si ça continue comme ça ou pas. Tu nous as raconté quelques anecdotes par exemple de ces missions-là, dont en Australie, un lead rencontré pour un autre pays. Oui. J'ai pensé en préparation de cette présentation à quelques exemples quand même assez frappants. Et en Australie, grâce à Hub, j'ai fait une présentation sur le financement européen. Parce que l'Australie, il y a moyen d'appliquer pour des fonds européens. Ils ne savaient pas, c'était un chouette public, mais je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de traction. Donc on a ça parfois avec un public, on se dit, on vous regarde et puis après on vous remercie. Et voilà. 2 mois plus tard, je reçois un coup de fil du gouvernement australien qui me demande, est-ce que vous ne voulez pas nous aider dans nos affaires européennes? Chouette. Et donc, on a commencé par 2 gros projets. On a fait 2 gros séminaires à Amsterdam et à Bruxelles sur le novelty food. Le novelty food, ce sont notamment la nourriture des aborigènes ou des produits qu'ils veulent importer en Europe, mais qui ne correspondent pas aux standards. Donc, il y a tout un processus de demande. Et donc, grâce à ça, j'ai aidé ces sociétés à s'établir. L'histoire n'est pas finie. Pour vous expliquer que ces missions, c'est quelque chose de très bizarre, c'est extrêmement compliqué à mesurer les retombées, mais elles sont toujours là. Dans la suite de l'Australie, maintenant, ça fait quand même il y a 1 an et demi, et bien maintenant, vendredi, je suis invité par l'ambassade pour rencontrer des entrepreneurs australiens. Voilà, il y a toujours des petites queues. Donc il faut, on l'avait dit avant, pour de la résilience, en tout cas persister, continuer, et des choses se passent. Absolument. Incroyable. Stéphano, la Turquie, je veux commencer, je suis un jeune entrepreneur belge assoiffé de réussite, je vais conquérir la Turquie, je me calme, comment je commence, je t'appelle, quel conseil tu me donnes? Généralement, ça commence effectivement toujours par un coup de fil ou un email. Et on fait un premier état des lieux. Qu'avez-vous à vendre? Est-ce que votre produit ou votre service n'est pas déjà présent sur le marché? Quelle est la valeur ajoutée de votre produit ou de votre service? Donc, notre métier, c'est d'ouvrir un certain nombre de portes, mais parfois d'enfermer. Nous ne vendons pas du rêve.
C'est-à-dire que si tout le monde peut participer à une mission princière, il faut quand même avoir dans sa sacoche quelque chose qui puisse intéresser l'interlocuteur, parce que derrière, ce que nous aidons à faire, c'est de vendre des produits et des services. Nous, ce que nous voulons, et lorsque nous faisons un débriefing quelques mois, voire quelques années plus tard, c'est de savoir quel a été le résultat de cette mission princière, et ça peut se calculer, par exemple, au nombre de contrats qui ont été signés. Donc, ça démarre toujours par une analyse de la situation, et en fonction de cette analyse de la situation, de la définition d'une stratégie. Comment va-t-on faire pour positionner ce produit ou ce service sur le marché? Quelle est la bonne porte d'entrée? La Turquie est un grand pays. Est-ce qu'on rentre par la porte d'Istanbul, d'Ankara? Est-ce qu'on irait plutôt dans le sud? Et puis, on prépare l'entrepreneur. Une mission princière ou, disons, une entrée sur un marché, c'est un marathon. On ne court pas un marathon du jour au lendemain. Donc, on se prépare, on étudie un peu le dossier ensemble, et on demande aussi à l'entreprise d'être culturellement un peu sensible, de s'intéresser à l'histoire du pays. Il faut savoir que les missions ont du lieu sur des continents différents, où la culture des affaires est différente. Et donc, pour éviter un certain nombre, parfois, des situations embarrassantes, on prépare le... tu peux justement nous décrire un peu, c'est quoi la culture des affaires en Turquie? Alors, justement, il faut être culturellement sensible. On vient en Turquie, mais on doit savoir que la Turquie est un pays qui a une très grande histoire. Donc, venir en Turquie sans en connaître son histoire est déjà quelque chose qui sera immédiatement détecté par votre interlocuteur. Même chose, la Turquie, par exemple, le football occupe une place très importante. Essayez de le rattacher dans des moments sympathiques à quelque chose. Quel club on peut citer sans se fâcher avec tout le monde? Non, là, je lancerai une guerre. Alors, je préfère rester neutre. C'est une question pêche, pêche. Mais donc voilà, lorsque vous allez déjeuner, sachez qu'il n'est pas de bon ton dans un premier entretien ou dans une première invitation, même si vous faites inviter, de proposer de partager l'addition. Non, laissez passer et puis payez la fois suivante. Donc, ce sont des petites choses, mais qui mettent du liant dans le contact que vous avez avec vos interlocuteurs. Et plus l'interlocuteur a un niveau important, plus ces aspects-là seront essentiels dans le démarrage d'une relation commerciale. Ok, merci. Olivier, toi, la Turquie, tu as déjà envisagé ça? Tu as peut-être déjà des contrats là? Si, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois à Istanbul. Oui, okay. on a des activités, on a un cabinet correspondant avec que des femmes. Elles sont terribles. Donc on pense parfois à la Turquie, pays musulman quand même, mais bon, c'est un cabinet PEPS avec que des femmes. On a fait une grosse transaction hôtelière, donc on travaille déjà beaucoup avec eux. Et d'ailleurs, si jamais on s'y rend en mission princière, je pense qu'on devra réfléchir à peut-être faire quelque chose de spécial. En parallèle de la mission, peut-être un événement sur un thème juridique. Parce qu'en fait, on le fait parfois. On fait un peu comme la collègue architecte l'a dit. Parfois, on fait des événements un peu en parallèle ou parfois intégrés dans le programme. Donc, voilà. Comme c'est pas nous qui l'avons dit, mais c'est Olivier, on peut dire une grande mission ou on dit rien encore pour l'instant? C'est sur le site de l'agence. Donc on peut en parler. C'est dans le pipe, en tout cas. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors, de quoi on peut discuter aujourd'hui? En effet, il y aura une mission bientôt en Turquie. En tout cas, c'est prévu. Oui. Et la préparation devrait démarrer incessamment. Trop bien. Et donc, on a compris, pour bien préparer cette éventuelle mission, on se renseigne sur la culture. Qu'est-ce que nous conseillerais d'autre? Est-ce que je fais des events comme... est-ce que j'ose faire des events pendant la mission? J'y vais seul. Olivier, toi aussi, qui a déjà le business là-bas, est-ce que vous pouvez un peu nous conseiller quoi faire pour réussir cette première éventuelle mission, quoi? Une mission princière, c'est comme un couteau suisse. Pas que ce soit dangereux, mais que ça peut servir à beaucoup de choses. Et donc, l'entreprise qui y participe doit se dire, qu'est-ce que je vais y faire? Est-ce que j'y vais pour décrocher des contrats locaux? Est-ce que je vais faire mon networking avec les participants de la mission? Est-ce que je vais donner de la visibilité à mon entreprise? Parce que n'oublions pas qu'il y a un énorme pool de journalistes qui suivent cette mission.
un pool de journalistes belges qui accompagnent la mission, mais vous avez un pool de journalistes du pays visité qui suivent la mission et qui relaient ça dans la presse. Donc vous avez, on en a parlé, des séminaires, des lancements, des signatures de contrats. Donc la formule du couteau suisse, c'est dire utiliser tous les outils qui sont à votre disposition pour vous démarquer au sein de la mission et faire de votre entreprise une des entreprises qui ressortira de la mission comme ayant réussi sa participation. On a pris précédemment la formule du marathon. Tout le monde ne gagne pas au marathon, mais pour les gagnants, ce sont ceux qui se sont le mieux préparés et qui ont, disons, essayé de trouver le meilleur angle d'approche. Je rebondis juste avant, Olivier, de te laisser conclure, mais j'ai parti d'une mission, pas princière, mais une mission aux États-Unis, avec une entreprise belge qui parlait de journalistes sur place. Et en effet, les journalistes belges, quand ils sont sur place, ils ont un besoin fou d'écrire sur l'entreprise de la mission. Et donc, toutes les bonnes nouvelles, c'est le moment aussi de briller sur son territoire belge. Et il y avait une entreprise qui avait signé en fait un contrat il y a 1 mois, mais qui avait gardé tout ça secret pour pouvoir l'annoncer pendant la mission. Ils ont fait la pleine page de l'Écho. C'était vraiment exceptionnel pour eux. Et donc, c'est intéressant de jouer ça, évidemment, aussi la carte, comme je disais, les journalistes sont là, ils ont envie d'écrire sur les réussites qui se passent, et donc c'est le moment de lancer les bonnes nouvelles s'il y en a, et aussi faire connaissance avec les journalistes pour après les harceler de retour sur la Belgique, quoi. Olivier, tu es le recordman des missions en Belgique, et du business après, hein. Ok. Qu'est-ce que tu nous conseilles, dernier conseil que tu nous donnes? Très rapidement, je pense que Stéphano vient de dire, c'est une boîte à outils, en quelque sorte. C'est quelque chose qui vous est offert. Et je pense que chaque entreprise choisit là-dedans l'outil qui lui convient le mieux, parce que chacun approche une mission à sa façon. Moi, j'ai mes façons à faire, ça dépend de la destination, produits, services. Mais il faut quand même tenter de préparer convenablement, parce que sinon, on est là pendant une semaine et voilà, on loupe, on perd beaucoup de temps, c'est pas efficace. Je dois dire qu'il y a pas beaucoup de touristes, honnêtement, qui accompagnent. Et c'est pour moi aussi une valeur ajoutée, c'est qu'il y a un networking qui se fait là-bas, mais aussi dans le groupe, parce qu'on y va tous avec la même idée, puisqu'on est tous intéressés par définition, par nature, par la destination en question. Donc il y a quand même des choses très intéressantes qui se discutent dans le groupe, et ce sont des gros CEO, des petites boîtes. Ce mélange est super intéressant. Mais chacun voit une mission à sa façon, mais je pense qu'il faut quand même la préparer. Très bien, on aura retenu ça, on va passer aux dernières questions. Est-ce que quelqu'un a une question? J'aimerais en fait savoir quels sont les critères que vous prenez en compte quand on est une jeune entreprise et qu'on veut participer à une mission. Quels sont les critères pris en compte en amont? Vous voulez parler des néo-exportateurs? Oui. Oui. Écoutez, le screening et l'analyse se fait comme nous le faisons toujours. C'est-à-dire que c'est une analyse du potentiel d'exportation, si vous avez un produit à vendre ou un service, dans le pays donné. Donc, on va cocher un certain nombre de cases. Votre préparation, l'internationalisation possible de l'entreprise, voir si un coaching est nécessaire préalable à la mission. Nous allons voir aussi si votre entreprise est véritablement capable d'exporter, parce qu'il peut s'avérer que certaines entreprises, bien qu'elles aient des intentions très louables, ne sont pas encore suffisamment prêtes pour exporter, parce qu'il faut, et d'autant plus ceux des grands marchés, pour pouvoir exporter, et si ça fonctionne, avec des moyens financiers, avec des moyens humains, avec une production qui suit. Je prends le cas récemment d'un logiciel. Il ne suffit pas d'avoir un bon logiciel qui fonctionne, par exemple, en Belgique et en France pour être sûr de gagner le marché turc. À qui va s'adresser ce logiciel? À du middle management, à des personnes sur le terrain. Donc le logiciel devra être traduit dans la langue du pays. Donc c'est une analyse assez rigoureuse. Et on n'arrive pas en 5 minutes à la conclusion oui ou non, votre entreprise est prête pour le marché en question. C'est une analyse qui prend un peu de temps. Merci beaucoup de si bien conclure cette émission. On vous applaudit évidemment. Alors, on va évidemment remercier les invités du jour qui ont été super. Hub Brussels d'organiser ça. Après, vous êtes invités à vous retrouver autour d'un petit buffet, un drink et tout ça. Mais vous avez vu une constante dans cette émission. On a beaucoup parlé de préparation, mais il y a eu aussi, on est d'accord, il y a eu de l'amitié quand même. Là-dedans, il y a eu
Il y a eu des confessions d'une amitié forte en Uruguay depuis longtemps. On avait la complicité entre les gens. Et donc, je pense que pour bien terminer cette émission-là, comme il se doit, on va tous chanter un petit joyeux anniversaire pour Katia. Parce que c'est ça, être tous amis aujourd'hui. C'est parti, 3, 2, 1. Qui a la plus belle voix? 3, 2, 1. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Katia. Joyeux anniversaire. Wouh! Bravo, très bonne soirée à vous.